let alone some basic social services. That's why we decided to revolt and take the destiny of our countries into our own hands. Le Burkina Faso ne fait plus que se redresser. Il se bâtit, quelque chose que le monde n'aurait jamais dû découvrir. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 10 projets lancés par Traoré qui ont bouleversé à jamais le destin du Burkina Faso. C'est parti. L'or rouge, tout a commencé par une simple tomate, ou plutôt un océan de tomates abandonnées, pourrissant au bord des routes, ni vendues, ni consommées, puis réimportées sous forme de concentré, à un prix triple, des décennies durant. Les paysans burkinabés ont vu la valeur de leur labeur s'évaporer dès que les récoltes quittaient leurs champs. C'est ce cercle vicieux que le gouvernement de Traoré est en train de briser. Usine après usine, pierre après pierre. Voici l'usine de transformation de tomates. 8 millions de dollars d'audace. Un fleuron de précision et de modernité. Pensé non seulement pour transformer des fruits, mais pour renverser l'ordre établi de la chaîne alimentaire. Implantée dans une zone agricole fertile, où les tomates abondent, cette usine n'est pas qu'une structure industrielle. C'est un véritable levier de souveraineté alimentaire, capable de produire chaque jour des tonnes et des tonnes de concentré, et ainsi réduire la dépendance aux produits importés venus surtout d'Europe et de Chine, qui jadis dominaient nos étals et remplissaient de nos assiettes. Chaque tonne traitée sur place, c'est des milliers de francs CFA réinjectés dans l'économie locale. Chaque cajot sauvé du gâchis, c'est une famille un peu plus à l'abri, et l'effet domino dépasse largement les murs de l'usine. Déjà plus de 150 emplois directs ont vu le jour, des opérateurs aux techniciens de laboratoire. Mais ce n'est qu'un premier pas. Transporteurs, fabricants de cajots, producteurs d'emballages locaux et petits agriculteurs, à travers toute la chaîne logistique, alimentent désormais un marché organisé, transparent, qui paie justement, privilégie le local et réinvestit au pays. Mais ce qui rend ce projet véritablement révolutionnaire, ce n'est pas seulement l'économie, c'est la philosophie qu'il porte: produire ce que l'on consomme. Consommer ce que l'on produit. Le gouvernement Traoré n'a pas bâti cette usine grâce à des aides étrangères sous conditions et compromis. Elle est née grâce à l'investissement public, soutenu par des partenaires stratégiques des BRICS et pensée pour transformer, sur le long terme, le Burkina Faso en cœur agro-industriel du Sahel. Des centres de formation agricole de proximité sont désormais harmonisés avec les besoins de l'usine et forment les paysans au calendrier des semis. Comment maximiser les rendements et quelles variétés cultiver? La jeunesse n'apprend pas seulement à cultiver, mais à penser et à bâtir tout un système alimentaire, pour que cette usine ne soit pas une exception, mais le premier maillon d'un réseau national d'industries agroalimentaires à forte valeur ajoutée. Dans un monde obsédé par l'importation de solutions toutes faites, le Burkina Faso a transformé un simple fruit en véritable stratégie nationale. Et si la tomate peut devenir de l'or rouge? Qu'adviendra-t-il quand les routes qui les transportent franchissent les frontières et irriguent tout un empire régional? Voici venir le corridor à 120 millions de dollars. Petit rappel, pensez à liker et partager la vidéo, et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur l'histoire, la culture et l'identité du monde noir. Revenons-en à nos tomates, elles ont besoin de marchés. Et les marchés ont besoin de routes. Le Burkina Faso les construit, pas seulement pour plus de confort, mais pour reprendre le contrôle. L'autoroute Bobo Dioulasso, Côte d'Ivoire, d'un coût de 120 millions de dollars. Et bien plus qu'une route, c'est un corridor stratégique de souveraineté, partant de la deuxième plus grande ville du pays jusqu'à la frontière ivoirienne. Ce projet colossal relie producteurs locaux et ports maritimes, commerçants et acheteurs, et ouvre enfin une économie enclavée sur l'Atlantique. Pour les agriculteurs qui livrent du concentré de tomates, cela veut dire un transport plus rapide, moins d'intermédiaires et un accès direct aux marchés internationaux. Mais cette route transporte bien plus que des marchandises. Elle porte une vision d'intégration régionale assumée. L'autoroute défie de front les goulets d'étranglement historiques qui ont trop longtemps obligé le Burkina Faso à dépendre des autres pour commercer. Elle réduit les coûts, raccourcit les délais de livraison et libère le potentiel des routes du Sud, trop longtemps négligées au profit des corridors du Nord, plus proches de l'influence française. Mais à la différence des anciens méga-projets, celui-ci s'enracine dans des priorités nationales. Il est construit avec la main-d'œuvre locale, soutenu par des partenaires régionaux et directement lié aux ambitions industrielles et agricoles du Burkina Faso. Ce n'est pas un projet d'image, c'est une artère vitale pour la renaissance nationale. Et déjà, le long du tracé, des villages voient pousser de nouvelles infrastructures, aires de repos, marchés, lotissements et pôles logistiques émergent. Des emplois naissent, les flux s'intensifient, et pour la première fois depuis des décennies, c'est le Burkina Faso qui fixe le rythme et non qui le subit. Un pays autrefois défini par son isolement trace aujourd'hui sa route hors de l'ombre, kilomètre après kilomètre,
village après village. Mais comment alimenter tout ce mouvement, toutes ces usines, ces dispensaires et ces foyers, sans dépendre du pétrole étranger ou de réseaux électriques défaillants? Pour cela, nous avons Yéline, le programme solaire Yéline, le projet énergétique le plus audacieux jamais entrepris au Burkina Faso, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat. Cette initiative relie plus de 150 villages et plus de 300 000 personnes à l'électricité pour la toute première fois. Mais il ne s'agit pas seulement d'allumer des lampes, il s'agit surtout d'allumer des opportunités. Yéline déploie des mini-réseaux et des systèmes solaires autonomes dans les écoles, les dispensaires, les marchés et les foyers, des lieux que le réseau national n'a jamais atteints et auxquels il ne s'est jamais vraiment intéressé, pour un centre de santé rural. Cela signifie conserver les vaccins sans craindre qu'ils ne s'abîment, pour une salle de classe. Cela veut dire poursuivre les cours après le coucher du soleil, pour un commerce local. Cela veut dire réfrigération, éclairage et horaires étendus. Et surtout, c'est une énergie propre, décarbonée et décentralisée, sans fumée de diesel, sans facture de pétrole importé, sans pannes imprévues. Des panneaux solaires sont installés et entretenus par des techniciens formés sur place, créant ainsi de l'emploi et consolidant l'indépendance énergétique. Yéline n'éclaire pas seulement des villages, il reconfigure toute l'économie. Plus l'électricité se propage, plus le Burkina Faso gagne en capacité d'industrialiser, d'éduquer et de se digitaliser, selon ses propres termes. Et avec l'ambition de toucher des centaines d'autres communautés, Yéline n'est pas qu'un projet, c'est un véritable mouvement, porté par la lumière, construit pour la libération. Mais même avec l'énergie et les routes, un pays ne peut tenir sans soigner son peuple. Alors que se passe-t-il quand un hôpital devient le nouveau temple de la souveraineté? Cela donne naissance à l'hôpital de Bobo, car une fois qu'on électrifie une nation, il faut protéger celles et ceux qui la font vivre. Et au Burkina Faso, se soigner n'est plus un luxe réservé à la capitale ni aux élites. Dans le sud-ouest sort de terre le centre hospitalier universitaire régional de Bobo-Dioulasso, un symbole non seulement de santé, mais aussi de souveraineté, appelé à devenir l'un des établissements médicaux les plus avancés du pays. Cet hôpital est construit avec un objectif clair: apporter des soins modernes à ceux qui n'y ont jamais eu accès depuis des décennies. Le sud-ouest souffrait en silence, centre de santé sous-doté, équipements vétustes et des heures de route pour obtenir des soins dignes de ce nom. Cette époque touche à sa fin. Il ne s'agit pas d'un simple pansement, mais d'un véritable renouveau. Conçu à la fois comme centre de soins et institut de formation, l'hôpital soignera les patients tout en formant une nouvelle génération de médecins et d'infirmiers burkinabés, pour que, désormais, le pays n'ait plus besoin de recourir à des praticiens étrangers ni d'évacuer ses malades à l'étranger. Doté de blocs opératoires modernes, de services spécialisés et de systèmes de santé numériques, alimentés par l'énergie propre de Yéline, l'établissement prendra en charge tout, des soins maternels aux urgences chirurgicales. Et il ne sera pas isolé de nouvelles liaisons ambulancières et des réseaux de données sont créés pour relier directement les dispensaires ruraux au système central de l'hôpital. Pour la première fois, la médecine moderne ne fera pas qu'effleurer la région, elle y habitera. La vision santé de Traoré est limpide: pour bâtir un pays fort, il faut d'abord protéger la vie de son peuple, l'éduquer et le garder près de chez lui. Mais pour vraiment vivre, il faut plus que des soins, il faut de l'eau, propre, continue et souveraine. Que se passe-t-il quand une nation décide de reprendre le contrôle de sa ressource la plus vitale? Voici la réponse: le projet Ziga 2. Un hôpital ne peut fonctionner sans eau, pas plus que les foyers, les écoles ou les exploitations agricoles. Et pour une capitale en pleine expansion, porteuse d'espoir, chaque goutte compte. Voilà pourquoi le Burkina Faso construit quelque chose de monumental: le barrage Ziga 2. Un projet conçu non seulement pour stocker l'eau, mais pour reprendre la maîtrise même de la vie. Situé près de Ouagadougou, ce barrage est érigé pour répondre aux pénuries chroniques d'eau de la capitale. Ce n'est pas qu'une question de confort, c'est une question de survie. Pendant la saison sèche, les robinets restaient à sec, forçant femmes et enfants à parcourir des kilomètres. Les hôpitaux rationnaient l'eau, l'activité économique se bloquait, la vie urbaine pliait sous la pression. Ziga 2 est conçu pour changer cela, durablement. Une fois achevé, le barrage assurera un approvisionnement en eau propre et constant pour des centaines de milliers d'habitants de la ville, répondant aux besoins domestiques comme industriels. Il sera complété par des systèmes de filtration modernes, des stations de pompage à énergie solaire et de nouveaux réseaux de canalisation, pour que l'eau coule, et surtout, qu'elle soit pure. Ce qui distingue ce projet, c'est sa résilience infrastructure adaptée au climat. Emploi local et gouvernance qui donnent la priorité à l'accès public plutôt qu'au profit privé. C'est une eau pour le peuple, non pour l'export. Et il ne s'agit pas seulement de la capitale.
Ziga 2 s'inscrit dans un plan national beaucoup plus large, pour étendre l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, protéger les nappes phréatiques et développer la collecte d'eau de pluie pour l'agriculture, en liant directement l'eau propre à la sécurité alimentaire et à la santé publique. Grâce à l'énergie du soleil et à l'eau de ses terres, le Burkina Faso réduit sa dépendance dans tous les secteurs essentiels. Une fois que l'eau circule et que les routes relient, la question suivante c'est où vont habiter les gens et comment. Dans un pays où l'urbanisation rimait autrefois avec bidonvilles surpeuplés et infrastructures fragiles, le Burkina Faso change aujourd'hui de modèle. En commençant par le projet d'aménagement urbain Faso Mayo, il ne s'agit pas seulement de bâtir des maisons, il s'agit d'imaginer un avenir où les villes grandissent avec dignité, équité et solidité au cœur du projet. Faso Mayo vise à construire 50 000 nouveaux logements abordables, durables et adaptés au climat comme à la culture du Burkina Faso. Mais ce n'est pas un programme immobilier pour les plus riches. Ces logements sont destinés aux enseignants, infirmiers, ouvriers et familles. Des gens longtemps exclus des centres urbains vivables. Et cela ne s'arrête pas au logement. Le projet prévoit de larges avenues, des pôles de transport public, des espaces verts et un réseau d'assainissement moderne, écoles, dispensaires, marchés et aires de jeu sont intégrés au tissu urbain. L'objectif est simple, ne plus séparer services essentiels et vie quotidienne. Plus audacieux encore, c'est la méthode. Faso Mayo est construit avec des matériaux locaux et une main-d'œuvre locale, injectant ainsi directement de l'argent dans l'économie nationale. Des briquetiers, électriciens, menuisiers et jeunes urbanistes sont formés et embauchés à grande échelle, transformant le chantier en moteur national de l'emploi. Ce n'est pas seulement de l'urbanisme, c'est un véritable projet national. Et quand les habitants emménagent dans ces nouveaux foyers, alimentés par le solaire, irrigués par de nouveaux barrages et reliés au bassin d'emploi grâce à de nouvelles routes, ils n'y trouvent pas seulement un toit, ils y trouvent une place dans un pays qui, enfin, construit en pensant à eux. Un logement apporte la stabilité, un emploi génère des revenus, mais sans une banque qui comprend ce qu'elle sert, la richesse ne se construit pas, elle s'évapore. C'est pourquoi le Burkina Faso a lancé Burkin Lab, la toute première banque publique du pays, conçue non pas pour s'enrichir sur le dos des citoyens, mais pour les renforcer. Pendant des décennies, l'accès aux services financiers était un privilège réservé à quelques-uns. Les banques internationales dominaient le marché, en se concentrant sur les élites urbaines, le commerce extérieur et les placements sûrs. Les communautés rurales, les petites entreprises et l'économie informelle restaient en marge, sans compte, sans protection et invisibles. Burkin Lab vient réécrire cette histoire avec une mission: servir le Burkina ordinaire, être la banque qui rend les services financiers accessibles jusqu'au cœur du pays. Des quartiers urbains aux villages agricoles les plus isolés, Burkin Lab propose des comptes de base, des prêts à faible taux d'intérêt, du microcrédit pour les femmes et des services bancaires mobiles en langue locale. Avec du personnel local, ce n'est pas juste une banque, c'est un outil d'inclusion économique. Les jeunes entrepreneurs peuvent enfin accéder à des capitaux. Les agriculteurs peuvent emprunter pour produire plus ou acheter du matériel. Et les familles peuvent épargner sans devoir parcourir des heures jusqu'en ville. Ce n'est pas de la charité, c'est une stratégie d'émancipation nationale. Mieux encore, Burkin Lab est intégré aux autres réformes publiques. Les programmes de logement sont soutenus par des produits hypothécaires adaptés. Les coopératives agricoles bénéficient de financements collectifs et des plateformes numériques adossées aux futurs data centers nationaux permettent des transactions sécurisées dans tout le pays. Pour la première fois, le système financier ne travaille plus contre les plus pauvres, il travaille pour eux. Mais donner accès aux citoyens n'est qu'un premier pas. On ne bâtit pas un pays moderne avec du papier et des tampons. Dans un monde où la puissance circule par fibres optiques et serveurs cloud, le contrôle numérique, c'est le contrôle national. C'est pourquoi le Burkina Faso ne se contente pas de connecter sa population. Il construit l'infrastructure pour maîtriser son avenir numérique. Au cœur de cette révolution PAC digitale, le projet d'accélération de la transformation numérique à 150 millions de dollars, dont l'ambition est de faire entrer le pays dans une nouvelle ère de gouvernance, de services publics et d'opportunités économiques. 2 data centers nationaux, déjà achevés à plus de 70%, bientôt deviendront la clé de cette transformation. Ce ne sont pas de simples centres de stockage, mais de véritables forteresses souveraines de données destinées à héberger registres de l'État, données financières, systèmes éducatifs, bases médicales et registres civils sous contrôle burkinabé. Grâce à cette colonne vertébrale numérique, les services publics passent au digital. Les citoyens pourront demander carte d'identité, titre foncier, permis ou même inscription scolaire depuis leur téléphone.
Fini les files d'attente, fini les pots de vin, fini la paperasse. Mais Pacte Digital ne se limite pas à numériser l'administration. Il comble aussi la fracture numérique. La couverture réseau s'étend à plus de 500 localités sous-desservies. Des villages sahéliens isolés aux nouvelles zones urbaines en développement. Des programmes d'alphabétisation numérique forment des jeunes, des femmes et des petits entrepreneurs à évoluer et réussir dans une économie connectée. Et de nouvelles lois voient le jour pour protéger les données des usagers, encourager l'innovation et se prémunir contre la surveillance étrangère. Avec Burkin Lab intégré au système et les services publics désormais en ligne, un nouvel écosystème numérique prend forme, où le pouvoir repose non plus sur des connexions vers Paris ou Washington, mais sur des serveurs locaux, du code local et un contrôle local. On peut numériser l'administration, lancer une banque nationale et bâtir des villes intelligentes. Mais si chaque matin les gens se lèvent sans eau, la transformation reste inachevée. Au Burkina Faso, l'administration Traoré connaît bien cette vérité. C'est pourquoi l'un des changements les plus puissants se déroule discrètement. Sous nos pieds, le projet d'eau urbaine. Soutenu par la Banque mondiale. Cette initiative a déjà permis d'amener l'eau courante à plus de 610 000 personnes et d'améliorer l'assainissement pour 440 000 autres. Mais ce n'est pas un simple pansement financé par des donateurs. C'est une refonte stratégique pour faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un service public garanti, et non un privilège réservé à quelques-uns. En ciblant à la fois l'étalement urbain et les quartiers informels denses, le projet installe des canalisations modernes, des stations de filtration et des raccordements à faible coût pour les foyers et les établissements publics. Dans des villes en pleine croissance comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, cela change le quotidien. Fini de porter des bidons sur des kilomètres, fini de dépendre de vendeurs d'eau hors de prix, fini les maladies dues à des sources polluées. L'assainissement est lui aussi repensé en profondeur. Concrètement, les écoles, centres de santé et marchés sont désormais équipés de latrines hygiéniques et de systèmes de traitement des déchets. Les réseaux de drainage urbain sont repensés pour réduire les inondations et les épidémies durant la saison des pluies. Ce qui rend ce projet encore plus efficace, c'est son intégration à des systèmes numériques suivis de la consommation, réclamation et paiement. Tout passe désormais par des plateformes mobiles, mettant directement en lien citoyens et opérateurs, et réduisant les lourdeurs administratives. L'eau potable n'est plus une promesse, c'est une conduite qui coule directement de la volonté nationale jusqu'au robinet. Passons maintenant au Burkina Faso rural. Dans le Burkina Faso rural, la richesse ne dort pas sur des comptes en banque, elle broute dans les champs. Le bétail, c'est plus qu'une tradition, c'est une monnaie, un héritage, une source de protéines et de pouvoir. Et trop longtemps, ce secteur a été négligé, freiné par de faibles rendements, des maladies et des marchés désorganisés. C'est pourquoi le gouvernement Traoré, avec le soutien de la Banque mondiale, a lancé le projet d'appui au développement de l'élevage, une révolution silencieuse qui marche sur 4 pattes. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter les troupeaux, mais de moderniser tout un secteur économique, de la santé animale à la production d'aliments industriels. Le projet injecte science, infrastructures et capitaux dans un secteur qui fait vivre des millions de Burkinabés. Les programmes de santé animale s'étendent à toutes les provinces, avec des campagnes de vaccination et la formation d'équipes vétérinaires mobiles. Rien que cela a déjà réduit de façon spectaculaire la mortalité du bétail, augmentant l'offre alimentaire et stabilisant les revenus. Mais l'ambition va plus loin encore. De nouvelles unités de transformation sont créées pour le lait, la viande et les peaux, transformant des produits bruts en biens prêts pour le marché. Des chaînes du froid et entrepôts sont mises en place pour réduire le gaspillage et élargir les périodes de vente. Des crédits ciblés, souvent proposés via Burkin Lab, permettent aux petits éleveurs d'accéder à des prêts pour de meilleures races, des systèmes d'alimentation et le développement de leur activité. Ce qui était autrefois informel et fragile devient commercial, résilient et stratégique. Ce projet d'élevage rejoint aussi d'autres priorités nationales. Il contribue à la sécurité alimentaire, donne plus de pouvoir aux femmes rurales, souvent responsables des petits ruminants, et renforce la capacité d'exportation régionale du Burkina Faso. Avec l'ouverture de routes transfrontalières et l'essor de la transformation locale, les bovins et chèvres ne sont plus seulement un moyen de survie. Ils deviennent des moteurs de croissance économique. Et avec tout un système en place, des routes à l'énergie, de l'eau à la banque numérique, l'animal qui symbolisait autrefois la subsistance représente aujourd'hui quelque chose de bien plus audacieux. Une nation qui refuse d'être sous-estimée. Le Burkina Faso n'attend plus le changement. Il le construit de l'énergie solaire à la banque souveraine, des usines de tomates aux villes intelligentes. C'est un modèle d'indépendance réelle. Projet après projet, la nation se relève, non pas dans le vacarme, mais avec détermination. Et le monde ne peut plus détourner le regard.
Pensez-vous qu'il y ait plus de développement au Burkina Faso qu'en Occident? Dites-le nous en commentaire. Est-ce maintenant l'Occident qui aurait besoin de l'aide du Burkina Faso? Voulez-vous voir plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche à côté. Nous avons choisi de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur du peuple noir. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine vidéo.